Troisième épisode sur le service 7. Nouvelle anecdote. Je suis content de l'accueil fait quant aux deux précédentes vidéos sur le sujet. Pour ceux qui prennent la série en cours, donc on parle renseignement. J'utilise deux sources. Le livre de Philippe Berner, Service 7, l'extraordinaire histoire du colonel Leroy-Fainville et ses clandestins. J'utilise aussi comme source l'histoire politique du renseignement français. Ça, ce sont les sources principales. L'objectif, c'est de raconter un petit peu, de conter certaines anecdotes, mais surtout à travers ces anecdotes, de laisser apparaître en filigrane le mode opératoire un petit peu des services de renseignement, de vous donner du détail, des petites anecdotes croustillantes. Alors, les anecdotes, c'est les années 50, les années 60, les années 70, parce que par définition, un service de renseignement est secret, accomplit des actions occultes, souvent illégales, pas toujours, hein. On est dans la zone grise et comme ils le disent souvent, leur succès actuel et leur succès dans un passé proche restent des secrets. Par contre, lorsqu'ils se plantent, comme par exemple pour l'histoire du Rainbow Warrior ou comme par exemple pour l'exfiltration, le sauvetage de Denis Alex en Somalie par le service Action qui a débouché sur une défaite, hein, enfin une défaite. On va pas dire oui un fiasco parce qu'il y a Denis Alex est mort, il y a eu un deuxième agent mort, mais enfin bon ça aurait pu être pire. Donc pour ce qui se fait maintenant, on peut pas le savoir, à moins de travailler pour un service, et auquel cas on est soumis au secret. Néanmoins, on peut toujours deviner les modes opératoires. J'aimerais revenir sur ce Beryl 614 Olivier Masse. Donc plus je creuse un petit peu, plus je m'aperçois. Si, il était à la DGSE, mais c'était un agent de bureau. C'était un agent de bureau, c'est ce que j'appellerais un facteur. Voilà, pas plus. C'est-à-dire, il n'a pas grand-chose d'intéressant à raconter. S'il va en Irak, il se met à la frontière et il attend que les types qui sont opérationnels fassent le boulot. Or, vous vouliez du détail. Donc, je vois pas trop ce qu'il fait là, en fait. Il est là, mais il dit rien, mais il est là, mais il se présente, mais... Donc, je sais pas, j'ai du mal à comprendre sa démarche et je suis pas le seul parce que vous êtes nombreux à dire mais à quoi il sert ce type. En fait, il dit rien du tout et il fait pas très agent. Par contre, je ne me permettrai pas de le critiquer quant à ses états de service militaire. Il vient du premier RPIMA, régiment des forces spéciales, l'élite de l'élite, colonel au RPIMA. Donc là-dessus, par contre, respect. Donc c'est pas un baltringue, c'est pas moi je lui arrive pas à la cheville. Hein. Attention, voilà. Non, c'est juste que en tant qu'agent, je vois pas trop où il va et puis il dit rien du tout. Donc je suis content que tout le monde s'en rende compte. Je pensais que j'osais pas le dire au départ parce que j'allais dire ouais ils vont dire il est jaloux, nanani nana. Non mais il dit rien le mec. Il dit rien, il raconte des trucs vraiment le béaba quoi. Bon bref. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur lui? Bon, pas grand-chose, pas grand-chose. Ouais, non, c'est un agent de bureau. C'est un agent de bureau. Il aurait pu être policier ou travailler à la préfecture. Voilà, la seule chose. Si, je vais rajouter quelque chose. Il y a un truc qui me dérange aussi, à la réflexion. C'est le décorum. On ne voit pas sa tête, il est dans le noir. Et alors, c'est un type dont on a retrouvé le nom. Certaines personnes, en tout cas, ont retrouvé son nom, l'ont identifié, le lui ont dit, il l'a avoué. C'est un type dont la bobine traîne dans tous les aéroports d'Irak. Tous les services compétents l'ont identifié, parce que le but aussi des services, c'est d'identifier les membres des autres services. Donc à quoi ça sert de te mettre dans l'ombre? Alors imaginons qu'un service, par exemple, veuille te retrouver, il prend une de tes vidéos et avec un logiciel de traitement adapté, il a ta tête. Surtout qu'en plus on peut deviner tout un tas de choses. Donc à quoi ça sert ce décorum si ce n'est juste pour les youtubeurs, donc tu nous prends pour des cons, parce qu'en fait il te manque l'imperméable et les lunettes noires quoi. Ça me saoule un peu, parce qu'en fait, le fait de rester dans la pseudo-clandestinité de l'ombre, bah, en fait, te fait ressembler à ces youtubeurs qui veulent pas montrer leur tête pour être tranquille. Puis en même temps, tu veux te donner des auras des auras de mystère, mais enfin bon, voilà. Deuxième chose, le type te dit qu'il est plus à la DGSE, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai, voilà. Bon, bref, revenons à nos moutons, revenons aux années 50, en France. Le service 7, qui à cette époque fournissait à peu près 80% du produit. C'est une sorte de service action, mais à l'intérieur du pays, donc spécialisé en cambriole, en vol, voilà, ils vont chercher le document, mais en France, sur des cibles étrangères. Nous sommes en pleine époque de la guerre d'Algérie.
Les Égyptiens, Nasser, aident les Algériens du FLN. Ça emmerde les Français. Les Français ont débarqué à Suez, disons qu'il y a un contentieux entre eux, et les services français surveillent donc l'ambassade d'Égypte. Dans son livre, Le Roi Finville ne nous dit pas tout, il y a des choses qu'il ne nous dit pas, mais on peut les deviner, vous allez voir. Donc, l'ambassade d'Égypte est une cible. On veut savoir ce qu'il y a dedans, ce qui se dit, et on veut surtout faire la preuve des liens entre le royaume, la République égyptienne, pardon, et le FLN. Le SDES donc procède toujours de différentes manières. Il essaye de multiplier les points d'entrée. Le vieux concierge de l'ambassade, il est français. C'est un alcoolo français. Le SDES a d'autres points d'entrée. Des gens qui ne se connaissent pas. Voilà, des gens qui lui permettent de savoir ce qui se passe à l'ambassade. Mais surtout, le SDES va réussir un coup formidable. Alors, je regarde mes notes. Le SDES réussit. Je veux rien oublier. Ils réussissent à tamponner un Égyptien, une sorte de factotum. L'homme à tout faire. Le gars qui connaît les bonnes adresses sur Paris, qui sait où sont les filles, les bons coins, les cabarets pour les diplomates égyptiens. Ce type, il l'appelle Luxor. Il lui donne le surnom de Luxor. Bon, quand tu dis l'auteur, il semble pas trop aimer les Arabes. Le roi Finville, hein, il est très très critique. Par contre, quand c'est d'autres pays, il est très très dithyrambique. Mais bon, c'est pas le problème. Je m'en fous de ses états d'âme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il livre et ses états de service. Ce Luxor, ben, le SDES, le SDES va essayer de le mettre dans sa poche. Alors, lui, il te dit pas comment il procède, moi je vais te dire comment il procède. Le type, les gens qui se présentent à ce type se font passer pour des flics. Jamais ils lui disent nous sommes les services de renseignement français, nous sommes le SDES. Ça se dit pas. Donc ils ont dû se présenter comme des flics. Quoi qu'il en soit, il est convoqué devant certains agents du SDES, c'est la cible. On l'a étudié avant. On connaît ses points faibles, il veut rester à Paris, il fait bon vivre à Paris, il a du fric, il y a des meufs, il y a tout, enfin voilà, quoi, comme d'habitude. Hein. Donc c'est l'un des leviers. On trouve un levier pour l'utiliser. Qu'est-ce que lui propose l'État français? Par le biais, je pense, de policiers. C'est simple, tu bosses avec nous, tu nous donnes des informations, on t'expulse. C'est aussi simple que ça. Alors là, l'erreur, elle vient de l'ambassade d'Égypte déjà, parce que faire confiance à ce genre de type qui est un petit peu un entremetteur, qui essaye de gratter à droite à gauche, bon c'est moyen, ne pas le surveiller c'est très très moyen, lui accorder une grande confiance c'est encore moins, c'est terrible, et un agent qui se fait tamponner, il va tout de suite signaler qu'il a été tamponné. Lui, non, il n'est pas agent égyptien. Enfin, je comprends pas trop, là, c'est le point faible. C'est le point faible dans toute ambassade, dans ton réseau, il faut repérer les points faibles, les gens qui peuvent glisser, comme on dit, hein, qui ont des casseroles, ou qui peuvent glisser, alors, c'est pas Maïs, hein, Olivier Mas. Maïs, ça veut rien dire, Maïs. Hein, pour manipuler des gens, pour les retourner, pour les faire bosser pour toi, il y a 5 grands leviers et non pas 4. Faut arrêter d'utiliser des termes anglo-saxons qui veulent rien dire. Tu as l'ego, hein, l'orgueil, tu as la vengeance, tu as l'argent, tu as le sexe, tu as l'idéologie. Donc c'est pas Maïs, c'est 5 grands leviers. Ton Maïs, c'est un truc américain et on a regroupé 2 catégories. Voilà. Excuse-moi, mais la classification, elle est comme ça. Là, c'est simple, c'est un type qui aime l'argent, qui aime les femmes, qui aime bien vivre. Donc ils le mettent dans la poche. C'est juste un travail préparatoire. C'est comme au rugby, tu marques rarement des essais en première main. Il faut multiplier les temps de jeu jusqu'à créer une faille. Là, justement, on veut créer la faille. Donc on utilise ce genre de personnes pour pouvoir introduire d'autres gens. Le fameux Luxor. Alors, les Égyptiens, dans leur ambassade, ils ont des sous-sols où ils entassent tout un tas de papiers qui intéressent tout le monde. Jusque-là, le SDES bossait en sortie. Récupérer les poubelles, il récupérait... vous savez que le SDES, par exemple, a fait une opération où il est allé récupérer des documents d'une ambassade, je crois que c'est une ambassade russe, hein, à l'époque, non, une ambassade d'Allemagne de l'Est, à l'époque, les agents est-allemands se torchaient le cul avec les doubles des papiers. Oui, il y avait pénurie de PQ, donc ils se torchaient le, excusez-moi de le dire comme ça, ils se torchaient le cul avec avec du papier fin, les doubles de papier.
C'était ça, chasse d'eau, tout ça et tout. Ben, les agents du SDES récupéraient ces documents et ils étaient en train de travailler sur la recomposition des lambeaux immaculés de caca et autres de ces documents. Juste pour avoir des documents de service, hein, des notes de service, des choses comme ça. Pour avoir un environnement, qui fait quoi, qui travaille où, quels sont les enjeux, toute information. Hein. Ne serait-ce que l'organigramme de l'ambassade est une information. Revenons à l'ambassade d'Égypte. Là, c'est simple. Luxor, on lui dit, voilà, tu vas te démerder pour introduire un chiffonnier. Un de nos chiffonniers, qui s'appelle, je crois, Roger Dolan. Ce Roger Dolan se fait passer pour un chiffonnier. C'est hyper pratique, passer pour un clochard ou un chiffonnier ou un mec qui glande. Personne ne te calcule quand tu joues le minable. Tout le monde te sous-estime. Plus personne se méfie de toi. Ce chiffonnier a une boîte immatriculée en banlieue de ferraillage. Ça te permet de te balader de partout, et notamment de passer d'ambassade en ambassade pour récupérer les vieux papiers. C'est le genre de boulot justement où les agents, que les agents opérationnels aiment à utiliser. Tiens, je vais te raconter une anecdote. Dans les années 90, gare de Grenoble, parmi tous les clochards, tu avais des flics qui étaient clochards et qui faisaient 1 semaine, 2 semaines chacun un tour de rôle. Voilà. Et ça, c'est de l'info de première main. Tu vois, ces techniques-là, Olivier Mass, il te les donne pas, lui. Voilà. Des flics qui étaient clodos. Le gars, il rentrait, il en avait marre, il prenait 3-4 douches, mais il jouait le clochard devant la gare de Grenoble. Voilà comment travaille un vrai policier et un vrai agent sur le terrain. Quelquefois, ils ont des méthodes qui se retrouvent. Là, le but du jeu, il est simple. Luxor, démerde-toi pour que notre chiffonnier travaille avec ton ambassade et récupère les vieux papiers. Attention, pas les vieux papiers secrets, ça, ils ne les donnent pas comme ça, les Égyptiens, ils sont pas cons. Mais au moins, déjà, tu as un homme dans la place. Que fait Luxor? Vous allez voir que ça joue à rien. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Luxor? Un jour... Alors, il avait ses entrées à l'ambassade d'Égypte, tu m'étonnes. Hein. Il alimente les diplomates en filles, donc le gars, ils l'ont à la bonne là-bas, donc il se balade un peu partout. Un jour, il descend au sous-sol, il remonte, il va voir les gardiens, il leur dit ça sent le feu, ça sent le feu. J'ai senti une odeur de feu. En fait, il avait brûlé un papier avant. Les gars descendent, essayent de trouver le lieu de départ du feu, hein, le foyer. Je vous rappelle que dans les sous-sols, il y a tout un tas de documents, c'est les archives. Ils trouvent rien, mais bon, en discutant avec Luxor, celui-ci arrive à leur mettre dans la tête que c'est très dangereux d'avoir un sous-sol avec plein de papiers, qu'un jour il va y avoir un incendie et qu'ils vont tous y passer. Et il arrive de fil en aiguille à leur dire, bah, écoutez, attendez, on va trouver un chiffonnier qui récupère ces documents. D'ailleurs, j'en connais un. Et il connaît tout le monde à Paris, il connaît tout le monde. Donc il lui dit, ah, bah, si tu connais un vieux chiffonnier, appelle-le, hein. S'il n'est pas trop cher, on va lui refiler nos documents. Alors, je ne sais pas s'il le paye ou il lui offre les documents. Et il réussit à introduire ce fameux Roger Dolan. Ce fameux Roger Dolan qui arrive une première fois avec sa camionnette, qui commence à récupérer donc des vieux documents d'archives inoffensifs, mais enfin qui permettent quand même d'avoir un topo de la situation. Il remplit sa camionnette et il se débrouille, hein, avec un peu de gomme, un peu de cire, à faire des copies des serrures, notamment de la porte de service arrière de l'ambassade. Bon, maintenant maintenant les ambassades sont un petit peu, si tu veux, des camps retranchés, donc ça serait beaucoup plus compliqué d'agir comme ça. Mais dans les années 50, bon, bah, ils faisaient avec leurs moyens, et les moyens étaient aussi étaient faibles, donc heureusement que tu pouvais quand même utiliser ce genre de technique de sioux. Hein. Je sais pas si tu t'es déjà amusé, hein. Tu peux faire ça avec de la pâte à modeler, tu peux faire ça. Donc il a réussi à récupérer une empreinte de certaines serrures. Le SDES a des serruriers, a des ouvreurs de coffres. Ils ont tout dans le service 7. Ils ont même une camionnette qui permet de faire des clés minutes. Ils ont tout l'outillage. Tu vois, ils sont spécialisés dans tout en fait. Donc c'est des généralistes, tu vas me dire. Donc ce chiffonnier, qui est un vrai membre du SDES, réussit donc à avoir les clés. À côté de ça, il faut savoir que tout le temps où le concierge français travaillait pour l'ambassade lui refilait le courrier diplomatique de l'ambassade d'Égypte dans les années 50, était remis à un vieux concierge français. Non mais ça, c'est par contre, là, il va falloir qu'on m'explique. C'était pas du courrier sensible, c'est pas les rapports de l'attaché militaire, c'est pas tout ce qui a trait au renseignement, mais c'est quand même du courrier diplomatique. Donc il partait à la poste. Alors le type, il prenait le courrier, il s'arrêtait à un bar, il picolait, il posait la serviette. T'avais un autre type qui avait une serviette pareille, il faisait l'échange, le type sortait, ils allaient photographier les documents dans une camionnette qui attendait de l'autre côté. Pendant ce temps, le concierge buvait des coups au bar, ni vu ni connu, avec la serviette de l'autre. Donc même si on l'avait suivi, même si on l'avait espionné, on n'aurait rien vu. Une demi-heure après ou 1 heure après, le type revenait,
Reposer la serviette, payer un coup, le concierge finissait de boire, allait à la poste, donner le courrier. Le courrier a été photographié. Alors ça peut être tout et rien, hein. C'est du courrier classique, mais quand même. Ça te montre aussi un peu l'amateurisme de certains, hein. Ah oui, non, parce que là, faut le faire. Donc, et à côté de ça, donc ils ont réussi à introduire ce chiffonnier. Je regarde mes notes. Oui, c'est Luxor qui a allumé le feu, hein. C'est Luxor qui a allumé le feu. Donc, on a réussi à introduire ce type. Le soir, ben, ils ont les clés. Ce fameux Dolan qui connaît les lieux, eh ben, il rentre, et il rentre avec qui? Il rentre avec le chef du service. Hein, parce que le chef du service, il n'est pas derrière un bureau, lui. Il fait pas le beau en s'habillant avec 5 couleurs. Il boit pas des cafés à Thinkerview, lui. Non, il est en opération. C'est un vrai opérationnel, leur chef. Je trouve ça d'ailleurs moyen, parce que, personnellement, que le propre patron du service 7 de l'époque intervienne lui-même, moi, je pense que c'est pas bon. Parce qu'il se fait attraper, c'est vraiment l'incident diplomatique. Bref, même si officiellement, il ne travaille pas pour la France. Les gars réussissent à rentrer. Alors il y a des gardiens à l'ambassade, mais enfin c'est bon. Quand tu fais du gardiennage, tu prends des habitudes. Les gardiens, ils sont en train d'écouter la radio, ou ils dorment, ils sont dans leur piole. De temps en temps, ils font un tour. Dolan et le roi Finville vont au sous-sol, commencent un peu à trier les documents qui les intéressent, mais surtout ce qui les intéresse, c'est, je crois, au 3e étage. Ils montent les bureaux de l'attaché militaire. Là, il y a les doubles des copies qu'il envoie. D'une autre manière, des copies cryptées des rapports militaires, et là, il y a les preuves, des liens avec des preuves de leurs accointances avec le FLN, des versements, tout ça. Donc c'est de l'ultra secret, là, c'est du renseignement militaire pur. Normalement, tu as une règle qui fait que tu ne dois jamais piquer les originaux, parce que si l'ennemi sait que tu lui as piqué cette information, ton information ne vaut plus rien, ou quasiment plus rien. On est d'accord, c'est pas tout d'avoir une info sur quelqu'un, faut pas qu'il sache que t'es l'info, parce que s'il le sait, il annule. Ça, c'est valable partout. Mais là, il s'agit de double archivé. L'attaché militaire, il ne va pas les regarder tous les jours. Donc, ils prennent ces doubles. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'appareil photo ultra super. Il y en a, mais bon, voilà quoi. Il n'y a pas la technologie que nous avons actuellement qui te permettrait de photographier vite fait les documents. Non, eux, ce qu'ils font, ils prennent les documents qui les intéressent et ils partent pas. Ils les descendent au sous-sol et ils les mettent au sous-sol. Et oui, le lendemain, le chiffonnier va revenir vider, il va les récupérer. Tu comprends? Et surtout que là, ils sont dans l'illégalité totale. Je veux dire, une patrouille de police, et c'est ce qui va arriver, une patrouille de police, et ils sont dans la merde, ils sont embarqués. Donc, ils font leur petite affaire dans la nuit, hein, des beaux boulots d'opérationnel. Et au moment de sortir, là, encore une fois, il faut que je fasse un rappel. Donc, eux, ils sont à l'intérieur, et tu as quelqu'un à l'extérieur, en illégal, qui est là, qui observe, enfin, je pense même qu'il y a plusieurs personnes dans le dispositif qui observent les différentes entrées et sorties dans l'ambassade. La nuit, il n'y a personne, mais enfin, ils observent les abords. Et le SDES avait bricolé un système. C'était une sorte de signal, un peu de signal morse, relayé par les ondes, mais sur une longueur de 200 ou 300 km. Une sorte d'émetteur-récepteur de signaux. Un coup, c'est bon. Deux coups, c'est pas bon par l'entrée de devant. Et trois coups, c'est pas bon par l'entrée de derrière. Donc avant de sortir, les types envoient un signal pour demander s'ils peuvent sortir. Le type leur dit non. Et effectivement, ils sont à côté de je ne sais plus quelle place. Et il y a plein de policiers qui sont en train de se masser, plein d'hirondelles. À l'époque, les policiers ressemblaient à des hirondelles avec leur cape et tout. Oui, si. Allez voir un peu les films des années 50, allez voir les agents, comment ils... D'ailleurs, on les appelait les hirondelles. En fait, il y a un attroupement de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de policiers. Donc, à l'intérieur, ils ont l'impression que c'est eux, qu'ils ont été démasqués et tout. En fait, non, c'était des policiers qui se préparaient dans la nuit à une manifestation qui allait avoir lieu le lendemain matin. Ils se regroupaient là, donc beaucoup de policiers qui venaient de province. Donc, pas de possibilité de sortie, il faut rester dans le sous-sol. C'est chaud. Les gars, ils patientent, jusqu'au petit matin. Les policiers partent, mais ils peuvent plus sortir. Il y a trop de gens dans les rues, puis le personnel commence à arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de se cacher dans les sous-sols. Heureusement que les sous-sols sont assez grands, ils se cachent au fond. Et toute la journée, ils voient des gens descendre, balancer des documents, remonter, et eux, ils continuent le tri, puisqu'il y a des documents qui arrivent qui les intéressent. Oui, quel est le chef de service, les frais d'entretien de là, quelle est la boîte avec qui ils travaillent, toute information qui permettra d'amener d'autres informations bien exploitées.
Je sais pas, si tu sais, par exemple, que les femmes de ménage de l'ambassade, je prends un exemple, hein, travaillent pour telle boîte, tu vas infiltrer telle boîte et placer tes agents. Tu vois, toute l'information, jusqu'au menu de la cantine. Ils passent la journée comme ça. Le soir, ils réussissent enfin à sortir. Ils sont épuisés. Hein, c'est une journée dans le stress, ils sont épuisés, ils sont sales, tout ça, donc ils vont se laver et tout. Les documents sont exploités, une mine d'or. Les services français ont la preuve écrite, par le biais des copies des rapports de l'attaché militaire égyptien, de la collusion et de l'aide apportée par l'Égypte au FLN algérien. La France peut diplomatiquement mettre en cause l'Égypte. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font par le biais de la DST. Et encore une fois, hein, c'est comme pour l'affaire Farwell, on va avoir le droit à des génies, puisque le type de la DST qui fait de l'interrogatoire, qui convoque l'attaché militaire égyptien qui fait l'interrogatoire, lui dit: nous avons la preuve que vous aidez le FLN, vous vous foutez de notre gueule. Alors l'attaché égyptien gros malin lui dit: mais attendez, mais vous racontez des conneries, c'est quoi vos preuves là? Et le type lui sort un document, l'un des documents de l'ambassade. Il va vraiment être con pour faire ça, parce que c'est ce qu'il voulait l'autre. Et l'autre gros malin, il lui dit: ouais mais attendez, ça c'est des faux, vous les Français vous avez l'habitude de faire des faux. Et le flic comme un con qui continue en disant: ouais, tu crois que le SDES fait des faux? C'est bon. Parfaitement par où est venue la fuite et qui l'a organisé, le gars. Hein, il lui en faut pas beaucoup à l'attaché militaire égyptien. Voilà, bon, vous avez compris pourquoi les services de renseignement n'aiment pas travailler avec la police. Hein, bon, vous êtes déjà rentré dans un commissariat, t'as déjà été victime, t'as déjà porté plainte. Mais quand ils auditionnent le type qui t'a agressé, c'est limite, il a pas ton adresse. Non, non, mais je veux dire, c'est n'importe quoi niveau professionnalisme. Bref. Après l'opération, et c'est là où l'auteur ne veut pas nous dire tout, ne veut pas tout nous dire, moi je pense qu'il y a eu des informations qui ont indiqué que les Égyptiens allaient réagir. Donc l'auteur nous dit dans son livre qu'en fait, la femme de Dolan, parce que Dolan, il y a des agents à lui, lorsqu'il participe à certaines missions. Normalement, quand tu es agent, tu es écouté chez toi. Ton téléphone, il est écouté, tu le sais. C'est pour te protéger aussi, au cas où. Mais là, le roi Finville, donc, nous raconte que de temps en temps, il a une liaison spéciale téléphonique avec la famille de leurs agents quand ils partent à l'étranger pour les rassurer et autres. Bon, moi je pense qu'il a eu des informations, surtout qu'il allait se passer quelque chose, puisque un jour la femme de Dolan, alors que Dolan est en opération à l'étranger, l'appelle, elle pleure, elle crie, elle est en panique, il entend des coups, il entend du bruit, elle est en train d'hurler. Le temps qu'il y aille avec un de ses hommes armés, hein, je vous rappelle que c'est un illégal. L'affaire elle est faite, il arrive, la femme a été frappée, violentée, défigurée, l'appartement a été saccagé, elle est en état de choc, elle est dans le coma. Son mari apprend ça, il est sous le choc. Et le roi Finville te dit: on ne sait pas trop d'où ça vient. Si, ils savent d'où ça vient. Tout le monde le sait. Ce qui l'embête, c'est comment est-ce qu'on a pu repérer son agent, qui est un vieux chiffonnier. Les seules personnes qui puissent repérer son agent. Ah oui, et en partant, les gens ont dit à la femme, et on laissait d'ailleurs, lui ont dit, la prochaine fois, tu diras à ton mari d'arrêter d'emmerder les Égyptiens. Là, ça me rappelle Conversano Soral et le gars qui dit: ouais, c'est de la part de Salim Leibi. Mais là, sauf que là, c'est vraiment les Égyptiens. Quelque temps après, le roi Finville reçoit lui-même des lettres de menaces. On le menace lui, sa femme, etc. Donc il exfiltre sa femme et son fils, je crois, pas sa fille, en Bretagne. Il est de Rennes, lui. Et lui, il reste. Il reste chez lui. Et il joue à la chèvre. Il y a un dispositif de surveillance en bas. Et lui, dans sa tête, c'est: mais comment est-ce qu'on a pu nous repérer? Qui a pu nous repérer? Il pense pas que ce soit les Égyptiens. Alors moi je vais te le dire, il ne le dit pas dans le livre, c'est les Russes qui ont donné le nom aux Égyptiens. Il n'y a que les Russes, il n'y a qu'un service bien structuré qui peut connaître l'organigramme français et qui peut débusquer des illégaux français. Parce que je te rappelle que le roi Finville et ses amis, là, ils vont pas tous les jours à la cantine de la DGSE, hein. Ils y vont pas là-bas. Et ouais, sinon c'est facile, tu prends une chambre d'hôtel à côté. Enfin, quoi que dans tout le quartier du siège de la DGSE, tout le quartier est plus ou moins criblé, hein. Mais bon, tu peux mettre des agents dans une opération en profondeur qui espionnent l'ambassade et qui regardent les entrées et sorties, qui photographient, qui t'organisent un organigramme.
Donc ce sont des illégaux, ils ne passent jamais là-bas. Donc ils se posent la question, mais comment est-ce qu'on a pu nous repérer? Il n'y a qu'un service étranger qui a pu avoir ces infos. Et moi, je te le dis, moi, je pense que c'est les Russes qui ont donné ça aux Égyptiens, qui n'étaient pas en état de connaître le service 7 à l'époque. C'est un service occulte. Hein. Très très peu de gens connaissent son existence à l'époque. On a commencé à connaître le service 7 dans les années 80, lorsqu'il a écrit son livre. Jusque-là, on savait pas, on savait rien du service 7. Cette femme, sortie du coma, raconte que c'est trois types avec des gueules de Nord-Africains. Donc tout de suite, on sait que c'est les Égyptiens. Bon, elle finira mal, elle finira folle, la pauvre. Elle finira folle, son fils sera suicidé. Je veux dire, cette affaire-là aura détruit une famille. Elle a été traumatisée. Le roi Finville, lui, décide de régler ses comptes. Et là, on va assister maintenant à un petit jeu sur leur échiquier du monde du renseignement. Petit jeu de règlement de compte. Ils ont attaqué des agents, on va les attaquer. Mais tu peux pas, là c'est pas la justice, la police, ça va se faire de manière occulte. Donc le roi Finville a des potes, a notamment un de ses potes qui connaît des karatékas, qui connaît un Corse un peu musclé du milieu, qui connaît du monde. Donc il décide de repérer qui sont ces types. Il s'agit de trois gardes du corps de l'ambassade d'Égypte. Ils sont très très vite repérés. Le problème c'est qu'ils sont armés et ils se baladent toujours tous les trois. Et il faut les taper de manière illégale. Il faut leur tomber dessus de manière illégale, comme on dit. Donc il les surveille. Jusqu'au moment, il faut les taper en plus rapidement. Comme ils l'ont dit, il faut les sauter rapidement. Tu peux pas attraper le type le lundi, l'autre le mardi, l'autre le mercredi, parce qu'ils seraient avertis, les gars. Ils se protègent entre eux. Il faut se les faire dans la même soirée. Ils attendent. Un soir, les gars, ils sont pas ensemble. Il y en a un, il sort d'un bar. Il croise le chemin de le roi Finville et d'un autre type. Je pense, connaissant la DGSE, qu'ils étaient pas que deux, mais ils devaient être 4 ou 5. Le gars, il se fait défoncer, il se fait détruire littéralement. Mais le roi Finville ne veut pas le tuer. Mais ils le détruisent. Ils le détruisent. Le gars était inutilisable après. 2 heures après, le deuxième qui est suivi, qui est repéré, arrive chez lui. Là, le roi Finville lui tombe dessus avec le type du milieu corse. Pareil, ils le démolissent. Le problème, c'est que le Corse n'avait pas bien compris, donc il prend le gars, en fait, il lui roule dessus plusieurs fois, donc le type est mort. Et il dit au gars, bah, tu m'avais dit qu'il fallait les détruire. Bon. Voilà. Le troisième, pareil, il se fait défoncer pareil. Les Égyptiens ne répliquent pas. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils font venir pas mal de monde et pas mal d'agents de sécurité et pas mal de gros bras à l'ambassade. Ils changent les serrures. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi une chose, c'est que ce Roger Nolan, en plus d'avoir vidé les papiers, en plus d'avoir pris des dossiers, il avait réussi à placer un de ses potes qui avait fait toutes les serrures de l'ambassade d'Égypte. Ils sont un peu cons, les Égyptiens, se faire les serrures par un... Enfin bon, bref, c'est un peu con, je trouve ça aussi. Parce que si tu te fais faire tes serrures, tu te les fais faire par un type qui vient spécialement d'Égypte. Tu te les fais pas faire par un serrurier français connaissant les... Voilà. Bon, en même temps, on est dans les années 50, ce genre de méthode est pas très connu, le service 7 n'est pas connu, donc ils étaient pas très aux aguets. Quoi qu'il en soit, les Égyptiens ne répliquent pas, et l'affaire s'arrête là. La bêtise des Égyptiens, il y en a plein, hein, il y en a plein. Là, aujourd'hui, je pense pas que les types fassent ça, hein. S'il y a une ambassade qui fait ça, enfin bon, bref. C'est d'avoir trop fait confiance en Luxor, qu'ils garderont après. Ils sauront jamais d'où est venue la fuite. Le seul qui sera viré, c'est le concierge français. Pour alcoolisme. Il paraît, alors qu'il a toujours été alcoolique, il est né alcoolique et tout. Leur bêtise, elle est simple. Leur bêtise, elle est de faire confiance en des intermédiaires, quels qu'ils soient. D'utiliser aussi, au lieu de faire ce qu'on a tous fait, hein, d'ailleurs, qu'on ait été militaire ou pas, au lieu de détruire les documents eux-mêmes avec des broyeuses, etc. Il existe des systèmes, des incinérateurs, des broyeuses, ou de rapatrier les documents en Égypte pour les détruire. Non, eux, ils les donnent à un vieux chiffonnier. Il faut être un peu con quand même, hein, pour donner. Mais même si c'est pas des informations sensibles, il faut être un peu con. Excuse-moi de le dire comme ça. Toute information, même le menu de la cantine, ne doit pas être donné. Toute information peut en apporter d'autres. En troisième lieu, et là c'est la plus stupide de leur réaction, une fois qu'ils se sont fait avoir, ils auraient dû fermer leur gueule, revoir leur procédure de sécurité, voir un petit peu quelles sont les informations qu'ils ont données ou pas pour essayer de colmater les brèches,
restructurer tout ça, ramener des gens du contre-espionnage dans l'ambassade, essayer de trouver les traîtres, vérifier qu'il n'y ait pas de micro, vérifier tout un tas de choses. Mais il fallait surtout pas répliquer. Parce qu'en répliquant et en attaquant des agents de la DGSE, ils ne pouvaient que provoquer une réaction, ils ne jouent pas à domicile, ils sont en faiblesse, ils ne peuvent rien faire. Donc leur réaction a été stupide. Totalement stupide. Et elle est d'autant plus stupide qu'ils ont utilisé 3 gros bras de l'ambassade. Là où il fallait démarquer. Là où tu pouvais utiliser le petit milieu. Je vous rappelle qu'on est dans les années 50 à Paris et t'as beaucoup d'Algériens, t'as beaucoup d'Arabes. Ils auraient pu se venger en faisant ça d'une autre manière. En démarquant la vengeance de leur ambassade. Non, eux, ils t'ont envoyé 3 gros bras de l'ambassade. Comme des cons. Ils pensaient donc qu'en allant démolir et détruire la femme d'un agent, et en lui disant faut pas emmerder les Égyptiens, ils pensaient que le service n'allait pas répliquer. Il était obligé de répliquer. C'est une énorme faute. Là, il faut le voir un petit peu comme sous l'angle de la théorie des jeux. Là, ils poussent automatiquement l'adversaire à répliquer et ils savent que l'adversaire sera plus fort qu'eux. C'était stupide. Il aurait mieux valu ne rien dire et colmater les brèches. Donc voilà. Ensuite, plus rien. Sauf que l'information, c'est que le service 7 était plus ou moins connu des Russes. Ça, c'est ce qu'on peut en déduire. Les modes opératoires, vous avez bien vu, hein. On tourne, on guette, on surveille, et on essaie d'infiltrer par tous les bouts. Et on essaye de trouver la porte d'entrée d'une ambassade. Aujourd'hui, les ambassades sont surveillées. On l'a vu par exemple avec les Turcs qui ont montré qu'ils avaient même réussi à mettre des micros dans l'ambassade saoudienne. C'est balèze. À croire que les mecs, ils évoluent pas, putain. Comment tu peux te faire entuber comme ça, quoi. Et qui surveillent les allées et venues des ambassades. Il faut savoir que toutes les ambassades sont surveillés, on surveille les allées venues, on essaye de rentrer dedans, on essaye d'y mettre du personnel, et puis tu as aussi le renseignement d'ordre électromagnétique. Hein. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué de rentrer, et puis bon, les documents, tout ça, c'est plus comme avant, maintenant à l'ère du numérique. Il n'y a plus d'archivage de rapports. Il y a tout un tas de systèmes de capteurs de détection, il y a tout un tas de protections, il y a tout un tas de sécurité, il y a tout un tas de choses. Il y a, je sais pas, je vais te prendre un exemple simple. Tu as des archives, si tu ouvres ces archives, elles brûlent ou le papier se dissout. Il y a tout un tas de systèmes qui existaient déjà à l'époque d'ailleurs, dans les années 50-60, qui font que tes documents, tu peux pas les utiliser. Un petit peu à la manière de ces convoyeurs, tu vois, quand tu braques un camion de transport de fonds, très souvent le coffre inonde les billets d'un liquide ou les brûle ou fait en sorte que tu puisses pas récupérer l'argent. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus? Ça cambriole, mais c'est un très très beau coup, hein. Ils ont et là on retrouve le service secret comme instrument du bras politique. On sait que les Égyptiens travaillent avec les FLN, on veut des preuves pour pouvoir ensuite les dénoncer à l'ONU. C'est grâce au service 7 que les Français ont pu dénoncer les Égyptiens à l'ONU et ont pu leur faire un peu la misère en leur disant attendez. Ces documents-là, ils ont permis, par exemple, ils ont permis d'avoir le chiffre égyptien, le code utilisé par les Égyptiens. Il a été reconstitué par le chiffre français grâce à ces documents. Grâce à l'analyse de tous ces documents-là, on a pu reconstituer les codes qu'utilisaient les Égyptiens pour chiffrer leurs documents. Donc tous les documents qu'on a eu jusque-là, toutes les informations qui étaient chiffrées et dont on n'arrivait pas à casser le code, finalement elles étaient lisibles. Donc vous voyez, d'un petit truc, d'un petit ramassage de papier, à la fin on obtient le chiffre, on obtient le code égyptien. Les infos ont été analysées, elles ont été dispatchées, la DST en a reçu une partie, parce que la DST travaillait sur les réseaux FLN, ça leur a permis de gagner du temps. Qu'est-ce que je regarde mes notes? Voilà, donc la fuite classique vient de la DST, comme voilà pourquoi les agents n'aiment pas travailler avec la police, parce que t'as toujours un bavard, t'as toujours un type qui dit quelque chose qui fait que, parce que se rappeler que l'attaché militaire égyptien, c'est pas un con non plus. Lui aussi, c'est un type, voilà. Roger Dolan, voilà, je cherchais le nom. Voilà, et des vieux papiers administratifs permettent de décrypter un code, et il permet, voilà, tu tires la bobine, hein. Tu tires la bobine, et puis voir aussi que les services de renseignement, donc il y a normalement des règles tacites, c'est tu attaques pas les agents.
te prends un exemple, si tu as des gens qui te trahissent et qui travaillent pour les Russes, t'attaques pas l'agent russe. Mais c'est la peine de mort pour le traître. Ça, c'est les us et coutumes. Sinon, ben, y a des règlements de compte et ça se fait ailleurs, ça se fait pas dans la presse, personne te le raconte. Il y a qu'aujourd'hui où on voit des pseudo-agents ou des anciens agents qui d'un coup se mettent à écrire des bouquins. Ça aussi, c'est la honte. Qu'est-ce qui fait ce métier? C'est un métier ingrat, c'est un métier dur, c'est un métier de moine, mais tout le monde est fasciné par le renseignement parce que c'est des types dont ils ignorent tout, qui sont des chevaliers, qui se sacrifient, qui sacrifient leur vie, qui ont très très peu d'amis, ils en ont même pas, ils ont quasiment pas de vie de famille, ils ont une vie difficile, ils sont très mal payés, mais c'est des hommes de conviction, c'est des chevaliers des temps modernes. On les respecte pour ça, pour ce côté moine, austère, pour leur ascétisme. Donc quand un agent, qui est très souvent moyen, se met à écrire un bouquin, pour faire le beau, pour passer sur les plateaux télé, déjà un agent et la gloriole, ben, ça va pas ensemble, et ben ça gâche. Ce type-là, finalement, il gâche, tu vois. Voilà, un vrai agent qui est respecté, c'est un agent qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, les vrais agents, tu ne te rends pas compte de qui ils sont. Ça peut être un vieux chiffonnier, ça peut être des gens dont tu ne te rendrais jamais. Si tu penses qu'un type est un agent, c'est pas un agent. C'est aussi simple que ça. Non, non, voilà. Et bon, donc voilà, donc à l'époque, les types réglaient leurs affaires entre eux, et personne n'en savait rien. Ça se passait en coulisses, c'était sale, il n'y a pas de problème, je peux vous raconter tout un tas de trucs là-dessus aussi, tout un tas d'exécutions, tout un tas de choses qui se sont produites et tout, et les types n'allaient pas écrire des bouquins. Vous allez me dire, le roi Finville, tu t'appuies sur son bouquin, il l'a écrit en 80, et il donne des infos des années 50. Et il démarque bien, bien, bien ses infos. Et il l'a écrit parce que lui, il va se faire virer après l'affaire Ben Barka, alors qu'il estime qu'il a monté le service et qu'il n'avait rien fait dans cette affaire et qu'il a été lâché par les gaullistes et le pouvoir politique. Moi, je pense qu'il est un peu d'extrême droite, le type, mais la vraie extrême droite de l'époque, l'Occident chrétien, tout ça, pas ce qu'on appelle extrême droite aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te rajoute d'autre? En tout cas, voilà, regarde le mode opératoire, regarde comment ils ont procédé, dis-toi aussi que ça a pris du temps, ça a dû prendre 1 an ou 2 ans. Voilà, les gars, ils étaient là comme des rapaces, comme des queutards autour d'une jolie fille, et ils attendaient juste l'occasion d'eux, et là, ils l'ont eu l'occasion. Voilà, voilà, et surtout l'importance du renseignement humain. Bah, déjà à l'époque, technologiquement, de toute façon, le renseignement d'ordre électromagnétique ne te donnait pas grand-chose. Mais tu ne pourras jamais remplacer le renseignement humain, c'est-à-dire des agents sur le terrain. Tu ne peux pas. Tu auras beau avoir les satellites, les radars. Les Américains, à partir de la fin des années 70, sont rentrés dans un délire de science-fiction, quoi. Les satellites, la NSA, ils avaient quasiment plus d'agents sur le terrain. Ils passaient par les Israéliens, ils passaient par d'autres services. Et depuis 10-15 ans maintenant, ils se sont remis à refréquenter le terrain, tout en continuant à utiliser des locaux et à s'appuyer sur des services comme les services arabes au Moyen-Orient ou les services israéliens ou les services selon la zone. Voilà, parce que les services communiquent entre des informations qu'elles se vendent. Tu me donnes une info, je te donne une info. Ça vaut, c'est connu, ça s'appelle des opérations totem. Maintenant, on appelle ça des coopérations. Voilà. Il y avait l'Alliance Base entre 2001 et 2009, où les services français coopéraient avec des services anglo-saxons pour échanger des informations pour lutter contre le terrorisme. Voilà, donc cette affaire, les Égyptiens, elle est finie. J'espère que ça vous a plu. Et puis on va continuer un petit peu à sortir certaines anecdotes. Je pense que je vais vous parler de Pedro. Puis je vais aussi vous parler de la Main Rouge. La Main Rouge, c'est un groupe terroriste qui a été créé par les services secrets français pour tuer des FLN et pour tuer aussi des trafiquants d'armes. Hein, oui, les services secrets créent des proxys. À l'époque, c'était des groupements terroristes. Maintenant, c'est des islamistes, mais les services de renseignement ont toujours créé des proxys pour pouvoir faire des sales besognes. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo-là vous plaira. Et puis à venir, d'autres vidéos. A plus.